19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 31 janvier 2024. À 19h45, nous débutons avec ces communiqués de presse du syndicat national des professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel, réunis en session extraordinaire ce mercredi 31 janvier 2024 à l'effet d'examiner la situation des professionnels des médias privés au Niger, caractérisée par une situation dégradante et injuste auquel font face les professionnels des médias privés au Niger. À cela s'ajoute le comportement peu orthodoxe des anciens membres du conseil d'administration de la maison de la presse qui, au lieu de s'intéresser des conditions de vie et de travail des professionnels des médias au Niger, se sont plutôt intéressés à des prises de position politiques, comme en atteste la participation de certains de ses membres à la manifestation du 26 juillet dernier pour réclamer le rétablissement du président Dechi. Égard à tout ce qui précède, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel élargi à tous les professionnels des médias privés du Niger fustige et condamne avec la dernière énergie le manque de volonté des promoteurs des médias privés du Niger à mettre leurs employés dans leurs droits et tiennent celles responsables de tout ce qui adviendra. Salue la réponse prompte des autorités de la transition, notamment le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a accompagné les professionnels pour régler la situation dans les plus brefs délais. Salue l'arrêté du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire portant dissolution de l'association dénommée Maison de la Presse, ainsi que la mise en place d'un comité ad hoc. Le SINAPEAN demande la mise en place d'un nouveau bureau consensuel de la Maison de la Presse le plus vite possible. Le SINAPEAN demande à tous les professionnels des médias privés de rester unis, mobilisés et engagés pour un éventuel mot d'ordre. Fait à Niamey le 31 janvier 2024, signé le secrétaire général Suleiman Ousmane. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue à enregistrer des donations. Ainsi, ce matin, ce sont les ressortissants de Harikuka à Tera qui ont effectué le déplacement du centre conférence Mahatma Gandhi de Niamey pour remettre aux responsables du FSSP la somme de 1 million de francs CFA. Le point avec Adam Soumana et Sadou Demi. Animés par la fibre patriotique, les Nigériens de différentes couches socio-professionnelles, issus des fins fonds du pays et d'ailleurs continuent à renflouer le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, par la présente, ce sont les ressortissants de Harikuka, un village de Tera, qui apportent leur modeste contribution. La communauté vivant, résidant même à Harikuka s'est mobilisée pour constituer un fonds pour contribuer à cet effort de patriotisme. Et arrivé à Niamey, la diaspora s'est jointe pour pouvoir porter le montant à ce montant annoncé de 1 million de francs que Harikuka amène en contribution. Au porte-parole des ressortissants de Harikuka de donner les raisons qui les ont poussés à faire ce geste. La particularité de Harikuka, de la zone de Tilaberi et de la zone de Tera, est qu'il y avait une pression, en tout cas du régime déchu qui avait obstrué beaucoup de situations, et ce plaisir-là apporté par le 26 juillet qui a amené la communauté à se mobiliser, et en plus les efforts fournis au niveau de la sécurité qui est en train de s'installer de plus en plus ont été des éléments essentiels qui ont amené des paysans, des agriculteurs, des éleveurs à mettre la main à la poche
pour contribuer donc à ce fonds. Et ça a été un grand plaisir pour ceux qui sont aussi à Niamey de prendre part à cela. Des gestes louables émanant le plus souvent des couches vulnérables de la population qui, malgré la morosité économique ambiante dans le pays, continuent à apporter leur contribution pour le mieux-être de leurs concitoyens. Une preuve palpable de l'adhésion des Nigériens aux idéaux défendus par le CNSP et le gouvernement de la transition. Le ministre du Commerce a animé hier après-midi un point de presse relatif au Hajj 2024. Il s'agit pour le ministre Seydou Asman de porter à la connaissance du public le prix du Hajj 2024 au Niger, porté à 3 250 822 francs CFA. Le résumé de ce point de presse avec Adam Soumana. L'ensemble des acteurs de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger se retrouvent ainsi autour du ministre en charge du commerce pour évoquer l'édition 2024 de cet important pilier de l'islam. Il s'est agi pour le ministre conformément à la loi 2019-56 du 22 novembre 2019 et le décret numéro 2020-902 du 11 décembre 2020 de porter à la connaissance des différents acteurs le prix fixé pour le Hajj 2024 au Niger. Nous sommes parvenus à nous entendre avec les différents partenaires et chacun a mis le sien pour qu'on arrive à un consensus, ce qui nous a permis d'avoir un montant inférieur à celui de l'année passée. Et avant de décliner ce chiffre-là, je tiens à vous informer que dans la sous-région, en tout cas, nous sommes les moins chargés par rapport effectivement au coût. C'est-à-dire, le pèlerin nigérien, en tout cas, il paie le moins par rapport à toute la sous-région. Voilà. Et il ne faut pas perdre de vue aussi le changement. Beaucoup de changements qui sont intervenus, notamment par rapport au tracé pour que les pèlerins se rendent à la Mecque. C'est beaucoup plus distant maintenant, mais avec tout cela, au lieu que les gens s'attachent par rapport à ça pour se dire qu'on doit augmenter les prix, en tout cas, l'ensemble des partenaires ont été regardants pour dire que c'est le moment idéal pour répondre effectivement aux soucis de nos plus hautes autorités. 3 250 822 francs. Donc, comparativement à l'année passée, le même billet était payé à 3 258 733. Au ministre de poursuivre son intervention en interpellant le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah Koho, tout en émettant des vœux. Notre vœu le plus cher, c'est de souhaiter que le pèlerinage de cette année puisse se passer dans de très bonnes conditions. C'est ça notre prière. Donc, nous invitons le haut commissaire au pèlerinage de prendre toutes ses responsabilités. En tout cas, de ne pas faillir, parce que nous tenons en tout cas à dire une chose. Il y a eu beaucoup de manquements dans le passé, mais nous pensons que cette fois-ci, vraiment que les choses changent. Et que arriver au lieu saint, que tous les Nigériens puissent se tourner en direction de la Kaaba pour prier pour le Niger, pour prier pour notre peuple, pour prier pour les pays amis, notamment le Mali, le Burkina Faso. Donc, ayez en tout cas à l'esprit ce élan, parce que nous sommes en tout cas partis pour un destin commun.
Abondant dans le même sens, le premier responsable du COO a invité les différents acteurs à s'investir davantage pour la réussite de cette édition du Hajj au grand bonheur des futurs pèlerins. Cérémonie de remise des témoignages de satisfaction à l'ancien directeur de l'agence de maîtrise d'ouvrage délégué de l'entretien routier à Moder, M. Awali Gouzaï. Cette cérémonie est organisée par les responsables du ministère des Transports et de l'Équipement, Nafissatou Yahaye et Halidou Brema. Cette cérémonie consacre en effet la remise officielle du témoignage de satisfaction à M. Awali Gouzaï, ancien directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage délégué de l'entretien routier à Moder. Le sieur Gouzaï a servi cette agence avec dévouement, loyauté et expertise. Permettez-moi de témoigner devant vous que M. Awali Gouzaï, directeur de la Moder en fin de mandat, a servi cette structure avec loyauté et un dévouement exemplaire. Son énergie et son expérience ont grandement contribué au succès enregistré par l'agence au cours de ces 2 mandats. Je voudrais aussi rappeler qu'en sa qualité de tout premier directeur de la Moder, il a su par son professionnalisme et son savoir-faire relever les défis d'installer l'agence et de la rendre opérationnelle malgré les contraintes et les difficultés pour les structures nouvellement créées. Mesdames et messieurs, c'est compte tenu de ces services exceptionnels rendus à la Moder que le ministre des Transports et de l'Équipement, son Excellence le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a décidé de décerner un témoignage officiel de satisfaction à M. Awali Gouzaï. Félicitations et nos meilleurs souhaits pour vos projets futurs. Pour service rendu à l'agence, le personnel de la Moder a également saisi l'occasion pour témoigner sa reconnaissance à l'ancien directeur. Cette reconnaissance, M. Gouzaï l'a aussi témoigné à tous ceux qui l'ont accompagné dans sa mission. Mon émotion est si forte car dans notre administration, il arrive rarement qu'un responsable reconnaisse les mérites d'un collaborateur. Monsieur le ministre, vous l'avez fait. C'est tout à votre honneur. Cette émotion, dis-je, est si forte que ce témoignage s'adresse à toute une équipe, du simple coursier au directeur en passant par le secrétaire de la Moder. Au nom de l'ensemble du personnel de la Moder, je vous réitère, monsieur le ministre, ma profonde gratitude. Si nous avons pu engranger par des résultats probants, c'est aussi et surtout grâce à vos directives, instructions et conseils avisés. Vous étiez toujours à notre écoute pour nous guider sur le droit chemin et pour rappeler l'ordre aux besoins. Je saisis aussi cette opportunité pour dire merci, monsieur le secrétaire général du ministère des Transports et de l'Équipement, ici présent pour sa disponibilité permanente et sa promptitude à répondre à nos sollicitations. Mes remerciements s'adressent également aux membres du conseil de l'administration de la Moder qui ont su prendre les bonnes résolutions, qui nous ont permis d'accomplir notre mission sans anicroche. Ma reconnaissance va principalement à l'endroit du personnel de la Moder, toutes catégories confondues, pour le don de soi, car chacun a joué sa partition pour l'accomplissement de ses tâches. L'instant solennel a enfin été la remise officielle de cette distinction honorifique par le ministre des Transports et de l'Équipement à M. Awali Gouzaï après 4 années de service. Déclaration ce matin de l'Union des scolaires nigériens. Elle est relative à la situation qui traverse le monde scolaire. Sakinatou Sadou, Aboubakar Soleil. Par cette sortie médiatique, l'instante dirigeante du syndicat des scolaires nigériens entend porter à la connaissance de l'opinion publique ses ambitions. Des points cruciaux ont été ainsi développés par le nouveau secrétaire général de l'USN. La situation internationale reste globalement caractérisée par une atmosphère singulière, tributaire d'une domination sans pareil de certains États prétextant être les noyaux du monde, c'est les États sournoisement appelés en voie de développement. Cette domination, pour sa pérennité, se traduit par une politique d'instabilisation dans le monde, la création de guerres asymétriques, l'exploitation des ressources minières et pétrolières,
sans équilibre de partage des revenus, la guerre biologique, le contrôle de l'information, bref, l'aliénation des esprits pour avoir un monde humain plus cruel et surtout plus sanguinaire. Depuis l'avènement des autorités actuelles réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le Niger venait à ouvrir une nouvelle page de son histoire sociopolitique. Malgré les sanctions sadiques infligées au peuple, la mobilisation de ces derniers ne s'est jamais affaiblie dans l'ultime espoir d'acquérir une indépendance véritable et une souveraineté tant recherchée. La situation au sein de l'Union des scolaires nigériens frôle la sénescence en termes de réflexion, de stratégie et conduit substantiellement au chaos et ou à la liquidation. Ainsi, depuis que le dépassement des mandats est devenu monnaie courante au plus haut sommet de la hiérarchie, la force existentielle de l'ISN diminue peu à peu. Cependant, au-delà des faits exposés, le comité a émis des cris de cœur. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens s'insurge contre les systèmes de domination nord-sud créés et entretenus par les puissances occidentales. Le CD demeure convaincu que la paix dans le monde passe inéluctablement par la justice et l'égalité pour un monde où nul ne craint la soumission au système mafieux d'endoctrinement. Rappel aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel qu'une alliance aussi forte qu'elle soit a besoin d'investissements colossal pour atteindre les objectifs préalablement fixés. En ce sens, le comité directeur de l'ISN demande aux autorités du Mali, du Niger et du Burkina de s'investir pleinement pour une meilleure efficacité de l'AES, mais surtout une évaluation semestrielle en vue de corriger les insuffisances constatées, celle gage d'une protection efficace des paisibles citoyens de l'espace sahélien. Exige à toutes les sections de l'ISN d'intensifier la formation politique, idéologique et syndicale des militantes et militants pour asseoir une orthodoxie syndicale certaine et exige une prolongation du délai de clôture pour la date du dépôt des inscriptions en ligne du baccalauréat 2024. Le comité directeur de l'ISN exige le recrutement en quantité et en qualité des enseignants en série scientifique pour pallier à l'absence de la formation en série C dans plusieurs localités du pays et rehausser les taux de réussite au bac scientifique. Demande une évaluation en termes de performances académiques au niveau des internats et exige l'opérationnalisation de certains internats dont le fonctionnement est à l'arrêt. Par ailleurs, le comité directeur de l'ISN rassure les militantes et militants que sa seule ambition reste et demeure la défense des intérêts supérieurs de notre cadre organisationnel, et cela, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le moment. Cette déclaration de presse a tracé les contours d'une ère nouvelle pour l'USN. Le comité directeur émet des signaux forts d'une organisation prête à façonner son destin. L'avenir s'annonce promoteur, porteur de transformations majeures, propulsant l'USN vers des horizons encore inexplorés. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la police administrative et la police judiciaire, un thème abordé par Alfred Goubagé, juriste et également président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Nous allons parler de la police administrative et de la police judiciaire. C'est deux notions que les citoyens n'arrivent pas à différencier très souvent. Les deux notions, vous allez le voir, sont différentes en ce sens qu'elles n'ont pas le même objet et elles n'ont pas les mêmes auteurs et les mêmes autorités. Alors, s'agissant de la police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette procédure qui permet à des autorités civiles de prendre des décisions dans le sens de la réglementation au sein de la société ou pour faire asseoir l'ordre dans la société. La police administrative, de par sa vocation, a pour objet
d'assurer le bon ordre de la société, d'assurer la moralité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique. Moralité publique, l'ordre public, sécurité publique et salubrité publique. Quand je prends le volet de la salubrité publique, quand vous prenez les autorités communales, le maire par exemple, le maire est une autorité de police administrative. Les décisions que prennent les maires sont là pour assurer la salubrité publique, l'hygiène publique par exemple. Quand on interdit de verser les ordures sur chaque coin de rue, une décision prise de cette manière par un maire est une décision de police administrative. Quand on interdit certaines pratiques au nom des valeurs culturelles, c'est pour assurer la moralité publique par exemple. Donc, tout ce qui tourne autour de la moralité publique, de la sécurité publique, vous avez également la police de la circulation par exemple. La police, le maire peut édicter des règles. Récemment, vous avez assisté à l'obligation du port de la ceinture. C'est une police, par exemple, une décision de police administrative qui a été prise dans le sens d'assurer la sécurité des citoyens en ce qui concerne la circulation routière. Et donc, c'est autant de décisions. Donc, nous avons plusieurs catégories d'autorités de police administrative. Le président de la République est une autorité de police administrative. Le préfet, le gouverneur, les maires sont des autorités de police administrative dans le sens où elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent prendre des réglementations dans le sens d'organiser la vie en société, dans le sens d'assurer la moralité publique, dans le sens d'assurer la sécurité publique, la salubrité publique, etc. Voilà les autorités de police administrative et leur fonction ou leur rôle. Maintenant, qu'en est-il de la police judiciaire? La police judiciaire, elle, à contrario de la police administrative, elle vise à rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant les autorités judiciaires. La police administrative, elle vise à prendre des mesures pour assurer la salubrité publique, par exemple. Faire en sorte que la ville soit propre. Alors que dans la police judiciaire, ce sont des autorités qui peuvent, ou bien c'est une procédure qui permet à ce que les auteurs, ou bien les auteurs des infractions soient recherchés, soient traduits, ces auteurs, devant les autorités judiciaires et qu'elles soient jugées selon ce qu'elles ont commis comme infraction. Vous voyez, c'est deux polices différentes. Parce que la police judiciaire agit sous un mandat. Quand aujourd'hui il y a une infraction qui est déclarée, il y a un certain nombre d'autorités, les officiers de police judiciaire, qui sont compétents pour agir, mener l'enquête pour déterminer la responsabilité des citoyens. Qui a commis quoi, qui a fait quoi. Mais pour ça, il faut une procédure. Et une fois que l'information est passée, vous savez, par exemple, le procureur de la République, garant de la préservation ou bien gardien des libertés publiques, il agit au nom de la société. Quand il apprend un fait, il est au courant d'un fait, il peut se saisir lui-même et puis engager des poursuites, faire diligenter des enquêtes, instruire des officiers de police pour pouvoir mener l'enquête. Mais une fois que l'enquête est faite et qu'on a situé les responsabilités, on va traduire ces personnes devant qui de droit afin qu'elles soient jugées conformément à la loi. Donc tout ce processus de l'enquête jusqu'à la sanction est inclus dans cette police judiciaire qui permet à ce que les auteurs des violations à la loi soient recherchés et traduits et être sanctionnés conformément à la loi, à la différence de la police administrative. Maintenant ici, les autorités de police judiciaire, vous avez par exemple
les procureurs, souvent même les gouverneurs peuvent avoir ce mandat pour coordonner cette action de police et judiciaire. Donc ici, il convient tout simplement de préciser que ces deux polices qui ont deux rôles différents. L'autre, elle vise uniquement à asseoir l'ordre public, la sécurité publique. La sécurité aussi à une certaine échelle. Quand vous prenez par exemple le maire qui prend une décision pour interdire la circulation à partir d'une certaine heure dans son entité, c'est pour éviter justement peut-être que qu'il y ait la commission de certaines infractions ou bien que les citoyens ne soient pas victimes de certains faits. Ça, c'est par exemple pour assurer la sécurité. Quand on interdit certains types de jeux, récemment, vous avez vu l'interdiction des chichas, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont des décisions qui visent à protéger. Ça n'est pas de l'émanation des autorités de police judiciaire. Ces interdictions sont de l'émanation des autorités administratives. Maintenant, les autorités de police judiciaire, elles interviennent quand l'infraction est commise. Les deux aussi ont un temps d'action. Les autorités de police judiciaire interviennent quand l'infraction est commise. En ce sens, elles se mettent en mouvement pour rechercher et traduire. Alors que les autres autorités administratives, elles sont permanentes, elles sont là, elles agissent, elles réglementent, elles prennent des décisions. C'est quand ces décisions sont violées cette fois-ci que l'autorité de police judiciaire se met en mouvement. Donc, voilà toute la différence entre les deux autorités. Les autorités de police administrative et les autorités de police judiciaire. Et comme je l'ai dit, les autorités de police administrative, c'est du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire du chef de l'État, hein, jusqu'au niveau inférieur, qui exerce ce pouvoir de réglementation. Parce que chacun, à sa manière, prend une décision. Le chef de l'État peut prendre un décret, par exemple. Les ministres peuvent prendre des arrêtés dans leur domaine pour essayer de réglementer. Vous avez aussi une autorité de police spéciale. Il y a les autorités de police générale, mais vous avez des autorités de police spéciales. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la police de la circulation, ça c'est une police pour la circulation, pour réglementer la circulation. En France, par exemple, ici nous ne l'avons pas, la police des chemins de fer. C'est une autorité qui est compétente uniquement pour réglementer les chemins de fer. Donc ici, vous avez en face une autorité de police spéciale. De l'autre côté, vous avez une autorité de police générale qui intervient pour réglementer un peu partout. Mais au sein même de cette généralité, vous avez des autorités qui ont reçu mandat ou pouvoir pour agir dans un secteur déterminé. On peut par exemple prendre une autorité de police des loisirs par exemple. Tout ce qui concerne le loisir, tout ce qui concerne les jeux sont du ressort de cette autorité de police. Et c'est elle qui assure la réglementation. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence ou les domaines d'intervention des deux types de police, police administrative et police judiciaire.